Ce n'est pas le son de ma sonnette à 7h30 du matin qui m'a réveillé, mais le bruit d'une clé tournant dans la serrure. Ma serrure. Celle de ma maison. Une maison où je vivais depuis 32 ans. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant la chamade avant même que mes pieds ne touchent la moquette. Il y avait quelqu'un chez moi. J'entendais des voix au rez-de-chaussée, au pluriel. Au moins 2 personnes, peut-être 3. L'une d'elles a ri. Un rire de femme, au perché et perçant. J'ai attrapé ma robe de chambre avec des mains tremblantes. La police? J'ai pensé que je devrais appeler la police. Mais c'est alors que je l'ai entendue. Une voix que je reconnaîtrais entre mille. Maman dort probablement encore. Ne la réveille pas tout de suite. Thomas. Mon fils. Je suis resté planté là, dans ma chambre, la main figée sur la poignée de porte, écoutant mon fils et ce qui semblait être plusieurs autres personnes se déplacer au rez-de-chaussée, ouvrant les placards, déplaçant les meubles, le bruit sec du ruban adhésif qu'on tire sur des cartons. C'était lundi matin. Thomas vivait à Paris avec sa femme, Julie. Il n'était pas censé être ici. Personne n'était censé être ici. J'ai ouvert ma porte. Thomas? Le bruit s'est arrêté. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Des pas rapides. Julie est apparue la première, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval serrée, portant un legging de sport et un t-shirt avec l'inscription Boss Lady. Elle m'a regardé comme on regarde un obstacle inattendu. Oh, tu es réveillé. Ce n'était pas une salutation, mais le constat d'un désagrément. Thomas est arrivé derrière elle. Mon fils, mon enfant unique, 42 ans, et il était incapable de me regarder dans les yeux. Salut, maman. On allait te réveiller un peu plus tard. On voulait juste commencer tôt. Commencer quoi? J'ai resserré ma robe de chambre contre moi. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Julie a répondu avant que Thomas ne puisse le faire. Elle le faisait toujours. Ta maison? Elle a incliné la tête. Ce sourire que j'avais appris à reconnaître au cours des 8 dernières années. Celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Martine, tu ne te souviens pas? Tu nous as cédé la maison il y a 3 semaines. C'est notre maison maintenant. On emménage. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il y a 3 semaines? Oui. Ils étaient descendus de Paris. Julie avait préparé ce gratin que j'aimais bien. Nous nous étions assis à ma table de cuisine, celle que Richard et moi avions achetée dans une brocante en 1994, et Julie avait parlé de planification successorale. Elle disait à quel point ce serait plus simple si la maison était transférée maintenant. Éviter les droits de succession, les taxes, garder ça dans la famille, ta famille, maman, avait dit Thomas. Tu nous fais confiance, non? J'avais signé les papiers. Julie avait une amie notaire. C'était très officiel, très professionnel. Julie travaillait dans l'immobilier. Elle savait ce qu'elle faisait. Mais j'habite toujours ici, ai-je dit, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. C'est toujours mon foyer. C'était ton foyer, a corrigé Julie. Elle a jeté un coup d'œil à Thomas. Chérie, tu peux aller chercher les cartons dans le camion? Se marquait chambre parentale. Chambre parentale. Ma chambre. Là où j'avais dormi près de Richard pendant 37 ans. Là où je dormais seul depuis les 2 ans qui ont suivi ses funérailles. Julie, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle a soupiré. Elle a vraiment soupiré, comme si j'étais une enfant lente à comprendre. Martine, on en a parlé. Enfin, peut-être pas avec ces mots exacts, mais allez. Tu devais bien t'en douter. Thomas et moi, on s'installe ici. Paris est hors de prix. On veut fonder une famille. On a besoin d'espace. Et toi? Elle a fait un geste vers moi, vers mon corps de 64 ans dans une robe de chambre. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. C'est trop grand pour une seule personne. Alors, où suis-je censé aller? C'est de ça qu'on voulait te parler. La voix de Julie est devenue doucereuse. Une douceur empoisonnée. Le cousin de Thomas possède cette résidence-service près de Montpellier. Ils ont une section pour seniors vraiment sympa. 1-2 pièces, mais tout à fait suffisant. On t'aiderait à déménager, bien sûr.
Peut-être le week-end prochain. J'ai regardé mon fils, toujours planté là, ne croisant toujours pas mon regard. Thomas, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il a finalement levé les yeux et, pendant une seconde, j'ai vu mon petit garçon. Celui qui était tombé de vélo et que j'avais consolé pendant qu'il pleurait. Celui qui m'avait appelé à 2 heures du matin depuis la fac parce qu'il avait le mal du pays. Celui qui avait sangloté aux funérailles de son père. Puis Julie lui a touché le bras. C'est déjà fait, maman, a-t-il dit doucement. La maison est légalement à nous. On pensait que tu serais d'accord avec ça. Tu as dit que tu nous faisais confiance. C'est à ce moment-là. Le moment exact où j'ai senti quelque chose en moi devenir froid et dur, comme de l'eau se transformant en glace. Je dois passer un coup de fil, ai-je dit. Bien sûr, évidemment. Julie a souri. Prends ton temps. On va s'installer en bas. Oh, et maman. Elle s'est arrêtée en haut des escaliers. On va avoir besoin de ta chambre pour ce soir. Les déménageurs arrivent demain avec nos meubles. Tu comprends? Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient fermes lorsque j'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts. J'ai passé les numéros que j'appelais régulièrement, passé ma sœur Sylvie, passé mon amie Françoise, jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis 6 ans. Maître Alain Morel, avocat spécialisé en droit immobilier. Il s'était occupé de l'achat de cette maison en 1993. Il avait rédigé le testament de Richard. Il avait envoyé une carte de condoléances à la mort de Richard. Je n'avais jamais effacé son numéro. Il était à peine 8 heures du matin, mais j'ai appelé quand même. Cabinet Morel, ici Valérie. Valérie, c'est Martine Leroy. Est-ce que Maître Morel est disponible? C'est urgent. Quelque chose dans ma voix a dû traduire l'urgence car elle n'a pas posé de questions. Ne quittez pas, Madame Leroy. En bas, je pouvais les entendre bouger, ouvrir les placards, discuter des couleurs de peinture. La voix de Julie portait, ce papier peint est hideux. La première chose qu'on fait, c'est de l'arracher. Ce papier peint avait été posé par Richard et moi pour notre 15e anniversaire de mariage. Nous l'avions fait nous-mêmes, c'était un massacre, et nous en avions ri pendant des semaines. Martine? La voix d'Alain, chaleureuse et inquiète. Valérie m'a dit que c'était urgent. Vous allez bien? Je n'allais pas bien. J'étais debout dans ma chambre, en train de me faire expulser par mon propre fils, mais j'ai gardé une voix posée. Alain, j'ai besoin de savoir quelque chose sur les donations immobilières. Si quelqu'un m'a mis la pression pour que je lui cède ma maison, est-ce qu'il y a un moyen d'annuler ça? Il y a eu un silence. Professionnel, prudent. Ça dépend de plusieurs facteurs. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Le dîner, le discours sur la succession, l'ami notaire de Julie, les papiers que j'avais signés, mon fils qui ne me regardait pas, l'emménagement en cours au rez-de-chaussée de ma maison. Quand j'ai fini, Alain est resté silencieux un long moment. Martine, ce que vous décrivez ressemble à un abus de faiblesse caractérisé. C'est malheureusement plus courant qu'on ne le pense. Le fait qu'il ne vous ait donné aucun préavis écrit, qu'il vous ait mis la pression en fournissant leur propre notaire, qu'il n'y ait eu aucun conseil juridique indépendant présent lors de la signature. Ce sont tous des signaux d'alarme majeurs. Pouvez-vous m'aider? Je peux, mais je dois d'abord vous demander quelque chose. Si on lance la procédure, ça va devenir très laid. C'est votre fils. Êtes-vous prête à ça? J'ai pensé à Thomas en bas, laissant sa femme dicter les termes de ma vie, la choisissant elle plutôt que moi sans hésitation, se préparant à emménager dans ma chambre comme si je n'avais jamais existé ici. Je suis prête, ai-je dit. Bien. Ne signez rien d'autre. N'acceptez rien verbalement. Je vais déposer une requête en référé aujourd'hui même. Nous devrions pouvoir obtenir une ordonnance d'interdiction temporaire d'ici demain. Ils ne pourront pas continuer l'emménagement tant que l'affaire n'aura pas été jugée. Merci, Alain. Encore une chose, Martine. Vous devriez peut-être dormir ailleurs ce soir. La situation va s'envenimer très vite. J'ai raccroché et je me suis assise au bord de mon lit. Le lit que Richard et moi avions partagé. La pièce où j'avais soigné Thomas quand il avait la varicelle à 7 ans, où je l'avais aidé à réviser son grand oral du bac.
où je m'étais assis seul après l'enterrement de Richard, me demandant comment continuer. C'était ma maison, mon foyer, ma vie. J'ai fait un sac, pas parce qu'il me l'avait ordonné, mais parce que je choisissais de partir selon mes propres termes. Une nuit, c'est tout ce qu'ils auraient. Quand je suis descendu avec mon sac de voyage, Julie dirigeait deux hommes que je ne reconnaissais pas. Ils sortaient les meubles de mon salon par la porte d'entrée. « Excusez-moi » ai-je dit. « Ce sont mes affaires. » Julie s'est retournée, a vu le sac, son sourire s'est élargi. « Ah, bien. Tu te montres raisonnable. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et ne t'inquiète pas pour les meubles. La plupart sont démodés de toute façon. On va les mettre au garde-meubles pour toi. Tu garderas ce que tu veux pour ton appartement. Je serai chez ma sœur Sylvie, ai-je dit à Thomas. Pas à Julie, seulement à lui. Maître Alain Morel est mon avocat. Il vous contactera. Ça a attiré l'attention de Thomas. Maman, tu as appelé un avocat? Sérieusement? Ça n'a pas besoin de se passer comme ça. Tu as raison, ai-je dit. Ça n'avait pas du tout besoin de se passer comme ça. Je suis sorti par la porte de ma propre maison, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez Sylvie, à 3 villes de là. Ma sœur a ouvert sa porte, a jeté un seul coup d'œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté, regardant son expression passer de la confusion au choc, puis à une fureur absolue. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est ta maison. Ils l'ont fait. J'ai signé les papiers. Parce qu'ils t'ont manipulé. Bon sang, Martine. Thomas a laissé faire ça? C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas la cruauté calculée de Julie, mais l'acceptation passive de Thomas. Je peux rester ici ce soir? Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Sylvie a saisi son téléphone. J'appelle ce petit salaud tout de suite. Non. Alain s'en occupe légalement. J'ai besoin que ça passe par le tribunal. Très bien. Mais quand ce sera fini, je vais avoir 2 mots à dire à ton fils. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de Sylvie, Thomas a appelé. J'ai laissé la messagerie répondre. Il a appelé 6 autres fois. Finalement, il a laissé un message. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Julie est vraiment bouleversée. Elle pensait que tu serais contente qu'on veuille vivre dans la maison. Gardez ça dans la famille. Tu as dit que tu nous faisais confiance. Maintenant tu impliques des avocats? C'est vraiment blessant, maman. Vraiment blessant. Rappelle-moi. Réglons ça entre adultes. J'ai effacé le message. Le lendemain matin, Alain a appelé à 9 heures. Bonne nouvelle. Le juge a accordé l'ordonnance de référé. Votre fils et votre belle-fille ont reçu l'ordre de cesser immédiatement toute activité de déménagement. Ils ne peuvent plus sortir aucun de vos biens. Ils ne peuvent pas changer les serrures et ils doivent quitter les lieux immédiatement jusqu'à l'audience de la semaine prochaine. Ils vont être furieux. C'est leur problème. Je dépose également une plainte formelle contre la notaire qui a validé le transfert. Si c'est une amie de Julie, il y a conflit d'intérêts et manquement au devoir de conseil. L'acte entier pourrait être déclaré nul. Qu'est-ce que je dois faire? Venez à mon cabinet aujourd'hui. Nous devons monter votre dossier. Apportez tous les documents que vous avez. Email, SMS, tout ce qui montre la pression qu'ils ont exercée sur vous. J'ai passé l'après-midi dans le bureau d'Alain à tout passer en revue. Les SMS de Julie sur la succession. Les emails où elle m'envoyait des articles sur le bien vieillir chez soi et les résidences seniors. Les relevés téléphoniques montrant qu'elle m'avait appelé 17 fois la semaine précédant la signature. C'est bon, a dit Alain. Vraiment bon. Cela montre un schéma clair de manipulation. Combiné à votre témoignage sur les circonstances de la signature, nous avons un dossier solide. Quelles sont mes chances? Il m'a regardé droit dans les yeux. Honnêtement? Environ 80%. La loi est de votre côté, surtout compte tenu de votre âge et du délai après le décès de votre mari. Les tribunaux prennent l'abus de faiblesse très au sérieux. L'audience a été fixée au mardi suivant, 5 jours plus tard. Ces 5 jours ont été un enfer. Thomas appelait constamment, laissant des messages allant de la supplication à la colère.
Julie envoyait des SMS qui commençaient par être doux et finissaient par être hostiles. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. On est une famille. Tu es tellement égoïste. On a des projets. Très bien, réagis comme ça, mais c'est toi qui détruis cette famille après tout ce qu'on a fait pour toi. C'est comme ça que tu nous remercies? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Sylvie voulait le faire. Elle a rédigé environ 40 réponses que je ne l'ai pas laissé envoyer. Dis-moi juste que je peux venir à l'audience et les fusiller du regard, a-t-elle dit. Tu peux absolument les fusiller du regard. Mardi matin, j'ai porté le tailleur bleu marine que j'avais acheté pour les obsèques de Richard. Professionnel, digne. J'ai retrouvé Alain au palais de justice à 8h30. Comment vous sentez-vous, a-t-il demandé. Nerveuse, mais certaine. Bien. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Thomas et Julie étaient déjà là avec leur avocat, un homme dans un costume coûteux qui avait l'air de plaider pour le plaisir. Julie portait une robe modeste, des perles aux oreilles, ses cheveux coiffés sagement. Elle ressemblait à la belle-fille idéale. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui m'avait dit de dégager de ma propre maison. Thomas avait l'air malade, pâle, coupable. La juge était une femme dans la cinquantaine nommée Patricia Le Guen. Elle a lu le dossier avec une expression indéchiffrable. Ceci est une requête pour annuler un transfert de propriété pour motif d'abus de faiblesse. Maître Morel, présentez votre cas. Alain s'est levé. Il a été méthodique, exposant la chronologie, les relevés téléphoniques, les emails, les circonstances de la signature, mon témoignage sur la pression, l'absence de conseil juridique indépendant, la tentative d'expulsion immédiate. Madame la juge, ma cliente est une veuve de 64 ans qui a perdu son mari il y a 2 ans. Elle était vulnérable. Elle était isolée et elle a été systématiquement manipulée par son fils et sa belle-fille pour céder sa maison, une maison où elle vit depuis plus de 30 ans. Et moins de 3 semaines après cette signature, ils ont tenté de l'expulser physiquement. C'est un cas d'école d'abus de faiblesse. L'avocat de Julie s'est levé. Onctueux, confiant. Madame la juge, il s'agit d'un différend familial totalement disproportionné. Madame Leroy a signé les papiers de transfert volontairement. Elle était saine d'esprit. Une notaire était présente. Tout était légal. Ce que nous avons ici, c'est un cas de regret du vendeur. Mes clients essaient simplement d'aller de l'avant avec un transfert de propriété légitime. Un transfert obtenu par la manipulation, a contré Alain. La juge Le Guen a levé la main. Madame Leroy, j'aimerais vous entendre directement. Pouvez-vous me dire avec vos propres mots ce qui s'est passé? Je me suis levé. Mes jambes étaient faibles, mais ma voix est sortie stable. Madame la juge, il y a 3 semaines, mon fils et ma belle-fille sont venus me voir. Ils ont apporté le dîner. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et Julie a parlé de planification successorale. Elle a présenté ça comme la chose intelligente à faire, la chose responsable pour éviter les frais de succession, pour faire simple. Elle a dit que j'étais de la famille, que je pouvais leur faire confiance. Mon fils m'a demandé directement si je leur faisais confiance. Que étais-je censé dire? C'est mon fils. Je me suis arrêté, j'ai pris une respiration. J'ai signé les papiers parce que je pensais que nous faisions des projets pour après ma mort. Je pensais que j'allais continuer à vivre chez moi. Personne ne m'a dit que je devrais partir. Personne n'a dit qu'ils emménageaient immédiatement. Je me suis réveillé lundi matin avec eux déjà dans ma maison, emballant mes affaires, me disant que je devais être parti le soir même. Madame la juge, je ne cherche pas à causer des problèmes. Je veux juste vivre chez moi. La juge Le Guen a regardé Thomas. Monsieur Leroy, avez-vous dit à votre mère qu'elle devrait déménager lorsque vous lui avez fait signer le transfert? Thomas s'est levé lentement. Non, madame la juge. Nous pensions qu'elle avait compris. Vous pensiez qu'une femme cédant sa maison comprenait qu'elle se rendait elle-même sans abri? Nous avions prévu de l'aider à trouver un endroit. Après coup, a dit la juge d'un ton sec. Elle a regardé à nouveau les documents, a feuilleté des pages, a lu en silence pendant ce qui a semblé être 1 heure, mais qui était probablement 3 minutes. Finalement, elle a levé les yeux. Je statue en faveur de Madame Leroy. Le transfert de propriété est par la présente annulé.
La maison retourne à la pleine propriété de Madame Leroy avec effet immédiat. De plus, j'ordonne une enquête complète sur la notaire qui a validé ce transfert. S'il s'avère qu'elle a une relation personnelle avec l'une des parties, elle fera face à des sanctions disciplinaires. Julie a émis un petit hoquet d'indignation. Madame la juge, a commencé son avocat. Je n'ai pas fini, l'a coupé la juge Le Guen. Ce tribunal voit d'un très mauvais œil les membres de la famille qui exploitent des proches vulnérables. Madame Leroy est une veuve en deuil. Elle était clairement dans un état de confiance. Vous, Monsieur Leroy, avez violé cette confiance. Vous, Madame Leroy, Julie, avez orchestré un plan pour voler la maison de votre belle-mère. Soyez reconnaissant que je n'engage pas de poursuite pénale. Elle a frappé avec son marteau. L'audience est levée. Madame Leroy, vous pouvez retourner chez vous immédiatement. Je me suis rassise lourdement. Alain m'a pressé l'épaule. Vous avez réussi, a-t-il dit doucement. De l'autre côté de l'allée, Julie sifflait après Thomas, des mots bas et furieux que je ne pouvais pas tout à fait distinguer mais que je pouvais absolument imaginer. Thomas m'a regardé, m'a vraiment regardé, et je l'ai vu. Le moment où il a réalisé ce qu'il avait fait, ce qu'il avait failli faire, ce qu'il avait été prêt à faire. J'ai détourné le regard la première. À l'extérieur du palais de justice, Sylvie attendait. Elle avait observé depuis le fond de la salle. Alors, a-t-elle demandé. J'ai gagné. Elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Alain est sorti derrière nous. Martine, je vais déposer les papiers nécessaires cet après-midi. La maison sera de nouveau à votre nom avant la fin de la journée. Changez vos serrures immédiatement. Et s'il vous contacte à nouveau, appelez-moi. Merci, Alain, pour tout. Tout le plaisir était pour moi. Sincèrement. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous êtes l'une des clientes les plus courageuses que j'ai jamais eues. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais épuisée. Sylvie m'a ramené chez moi. Ma maison. Nous sommes arrivés pour trouver la voiture de Thomas toujours dans l'allée. Le SUV de Julie à côté. Il rechargeait des cartons dans les véhicules. Tu veux que je vienne avec toi, a demandé Sylvie. Non, je dois faire ça seule. Je suis sorti de la voiture. J'ai remonté mon allée. Mon allée. Thomas m'a vu le premier. Il s'est arrêté, un carton dans les mains. Maman. Vous devez partir, ai-je dit. Maintenant. Est-ce qu'on peut s'il te plaît parler de ça? Il n'y a rien à dire. Vous avez essayé de voler ma maison. Je porte plainte contre la notaire. Et je change toutes les serrures aujourd'hui. Julie est apparue de l'intérieur. Toujours dans sa robe de tribunal. Son visage était taché de rouge. Elle avait pleuré. Des pleurs de colère. C'est ridicule, a-t-elle craché. Tu es complètement déraisonnable. On essayait de t'aider. M'aider? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vous avez essayé de me mettre à la rue. Tu es trop vieille pour entretenir cet endroit. Tu vas tomber dans les escaliers ou oublier d'éteindre la gazinière. Ou. Ça suffit, a dit Thomas calmement. À Julie. Non, ça suffit pas. Elle s'est retournée vers lui. Excuse-moi, mais. J'ai dit ça suffit. Il a posé le carton, m'a regardé. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne sais pas comment j'ai laissé les choses aller aussi loin. Mais tu as laissé les choses aller aussi loin, ai-je dit. C'est ça le problème. Tu es resté là et tu l'as regardé essayer de me prendre ma maison. Tu ne l'as pas arrêté. Tu ne m'as pas protégé. Tu l'as choisi, elle. C'est ma femme. Et je suis ta mère. La femme qui t'a élevé, qui restait avec toi chaque nuit quand tu avais peur du noir, qui a cumulé 2 emplois pour payer tes études, qui t'a tenu à l'enterrement de ton père. Et tu allais la laisser me jeter dehors comme une ordure. Il a tressailli. Tant mieux. Je sais, a-t-il dit. Et je ne me le pardonnerai jamais. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Je l'ai regardé. Mon fils, mon enfant unique.
Je pouvais me souvenir de chaque version de lui, le bébé, le bambin, l'adolescent, le jeune homme. Je pouvais me souvenir d'avoir aimé chaque version. Mais je ne pouvais pas oublier l'homme qui avait laissé sa femme essayer de voler ma maison. Pour l'instant, j'ai besoin que tu partes, ai-je dit. Prends tes cartons. Prends ta femme. Et pars. Maman. Thomas, pars. Il est resté là un autre moment, puis a hoché la tête, a ramassé son carton et a marché vers sa voiture. Julie l'a suivi, ses talons claquant sur l'allée. Elle ne m'a pas regardé. Je les ai regardés charger la voiture, je les ai regardés s'éloigner. Puis je suis entré dans ma maison. C'était le désordre. Des cartons partout, des meubles déplacés, des photos décrochées des murs. Ils étaient ici depuis moins d'un jour et demi, mais ils avaient déjà commencé à m'effacer. J'ai passé le reste de la journée à tout remettre en place. Sylvie est restée pour m'aider. Nous avons raccroché les photos, déplacé les meubles, jeté les choses qu'ils avaient laissées derrière eux. À 18 h, un serrurier est arrivé. J'ai fait changer chaque serrure, remplacer chaque clé. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit, dans ma propre maison, sous mon propre toit. Thomas a essayé d'appeler le lendemain, et le surlendemain. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des SMS, longs, s'excusant, expliquant, blâmant Julie, blâmant le stress, blâmant un mauvais jugement, blâmant toujours autre chose que ses propres choix. Je n'ai pas répondu. 3 semaines plus tard, il a envoyé un dernier SMS. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. Je comprends si tu me détestes. Mais je veux que tu saches que je divorce de Julie. Pas seulement à cause de ça. Enfin, pas uniquement à cause de ça, mais parce que j'ai réalisé quel genre de personne elle est. Quel genre de personne elle a fait de moi. Je suis désolé, maman. Je t'aime. Je l'ai lu. Je l'ai sauvegardé. Mais je n'ai pas répondu. Peut-être un jour. Peut-être dans des années. Peut-être quand il aura prouvé qu'il a changé. Peut-être quand je pourrai le regarder sans voir ce matin-là où il se tenait dans ma maison, la laissant me dire de partir. Mais pas maintenant. Sylvie dit que je devrais lui pardonner, qu'il est mon seul enfant, que la vie est trop courte pour les rancunes. Mais Françoise, mon amie du club de lecture, dit que certaines choses brisent la confiance si gravement qu'elle ne peut pas être réparée. Que j'ai tous les droits de me protéger. Je ne sais pas qui a raison. Peut-être les deux. Peut-être aucune. Ce que je sais, c'est ceci, je me réveille tous les matins dans ma propre maison. Je fais mon café dans ma cuisine. Je m'assois sous mon porche et je lis le journal. J'appelle mes amis. Je fais du bénévolat à la bibliothèque. J'ai pris un cours de poterie le mois dernier et je suis nul, mais j'y retourne quand même. J'ai 64 ans. Je suis veuve. Je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Et je ne suis pas impuissante. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir petite dans ma propre vie. La maison est toujours à mon nom. Les serrures sont toujours changées. Et je suis toujours là.